Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Les habitants de Rouen, de la Seine-Maritime et au-delà. Donc cette catastrophe résulte de l'incendie qui a pour origine 2 sites industriels, les entreprises Lubrizol et Normandie Logistique. Je voudrais tout d'abord redire combien nous comprenons l'émotion et l'inquiétude que vivent tous les habitants touchés par cette catastrophe. Et bien sûr, il est de notre devoir d'y répondre. Le Premier ministre, devant la représentation nationale, a pris l'engagement d'une transparence absolue. Et je voudrais redire que notre rôle n'est pas de rassurer coûte que coûte, mais de dire la vérité. Toutes les informations, toutes les données scientifiques sont et seront donc rendues publiques au fur et à mesure que nous en disposerons. Et cette audition participe aussi de cette volonté de transparence. Je voudrais souligner la très grande mobilisation du gouvernement et de l'ensemble des services de l'État pour faire face à cette crise et être aux côtés des Rouennais. Je pense au ministère de l'Intérieur en charge de la gestion de crise, de la santé s'agissant des impacts sanitaires, de l'agriculture pour les impacts sur les productions agricoles, de l'éducation nationale pour les écoles, du travail s'agissant de la protection des travailleurs, en particulier ceux qui interviennent sur les sites, et bien sûr à mon ministère. Sur de telles installations, le ministère de la Transition écologique et solidaire est plus particulièrement chargé de la prévention des risques industriels et, en cas d'accident, de prévenir tout risque de suraccident, de contrôler la réalisation par l'exploitant des opérations de dépollution et de superviser l'évaluation à court, moyen et long terme de l'impact environnemental. Le ministère remplit ses missions en s'appuyant sur l'expertise des agences de l'État spécialisées, je pense notamment à l'INERIS et à l'ANSES, et en s'assurant, et je pense que c'est important de le redire, que les industriels assument toutes les responsabilités qui sont les leurs. L'ensemble du gouvernement est donc mobilisé autour de l'engagement de transparence que nous avons pris. Une attention particulière est portée à la recherche de dioxines dans les retombées, mais aussi dans les productions agricoles. Je voudrais souligner que ce sont des polluants très longs à analyser. J'entends dire, mais pourquoi on n'a pas les résultats sur les dioxines? C'est parce que les analyses sur les dioxines prennent du temps. Donc, ce qui explique que les premiers résultats ne soient connus que depuis la fin de la semaine dernière. Les premiers résultats dont nous disposons aujourd'hui sont inférieurs au seuil existant pour les produits agricoles. Nous avons besoin de plusieurs campagnes pour pouvoir nous prononcer dans la mesure où les dioxines peuvent s'accumuler dans les animaux et dans les végétaux. Donc la surveillance se poursuit en lien étroit avec l'ANSES. Donc je voudrais souligner que les analyses ont été réalisées le plus précocement possible pour éclairer les impacts environnementaux et sanitaires de cet accident. Par exemple, lors du précédent incident de 2013, les services de secours ne disposaient pas du tout d'outils de mesure comme ils ont pu en mobiliser immédiatement pendant l'incendie. Et c'est vraiment la première fois que nous réalisons sur un tel incendie des analyses aussi rapides sur un spectre aussi large. Ces prélèvements continueront aussi longtemps que nécessaire.
Je pense qu'il y a un point qui inquiète beaucoup les populations et les Rouennais, ce sont les odeurs qui perdurent toujours sur place. Nous avons conscience de la gêne et de l'inquiétude qu'elles peuvent générer. Les services de l'État ont fixé dès le départ 2 priorités claires à l'exploitant dès l'extinction du sinistre: mettre en sécurité le site pour éviter un suraccident et puis traiter les sources d'odeurs. Cela passe par le nettoyage des résidus de combustion sur le site et l'évacuation de 1000 fûts, dont 160 pouvant être à l'origine d'émanations. Depuis hier, un espace de confinement est en train d'être installé sur les fûts. Il permettra leur manipulation, leur neutralisation et leur évacuation, tout en limitant les risques de mauvaise odeur. En parallèle, nous avons demandé aux exploitants des 2 sites d'accélérer le nettoyage des résidus de combustion et le pompage des eaux d'extinction, qui peuvent également être source de mauvaise odeur. Les principales opérations devraient être finalisées avant la fin de la semaine. Nous procéderons pour la phase post-accidentelle qui vient de débuter avec le même niveau d'exigence et de transparence. L'objectif de cette phase est clair, de procéder à l'évaluation la plus précise des conséquences dans la durée sur l'environnement et sur la santé de cette catastrophe. Pour cela, les services avancent avec un protocole très clair. Cela passe d'abord par le fait d'affiner les substances susceptibles d'avoir été émises dans l'environnement. Donc, nous avons ciblé dans la phase de crise les principaux polluants. Nous recherchons dès à présent les polluants pouvant avoir des effets potentiels à moyen et long terme. Donc, comme nous nous y étions engagés, les substances qui étaient stockées sur les sites ont été rendues publiques. Alors, je dois reconnaître que les listes fournies par les exploitants ne sont pas effectivement facilement exploitables, mais nous les avons également transmis à l'INERIS et à l'ANSES pour qu'ils nous aident à identifier les éventuels polluants complémentaires qui pourraient être formés lors de la combustion de ces substances et qu'il serait pertinent de rechercher dans le cadre de la surveillance de l'environnement. Les premiers retours partiels dont nous disposons montrent la pertinence des substances recherchées dans les premiers prélèvements et préconisent l'analyse de quelques paramètres complémentaires dans les denrées alimentaires, notamment des phtalates et du zinc. Mais il n'y a pas de demande ou de préconisation de recherche de produits complémentaires, notamment dans l'air. Ces données nous permettront d'alimenter la surveillance approfondie de l'ensemble des impacts environnementaux dans l'eau, dans l'air, dans les sols, dans les produits agricoles. Donc c'est une surveillance qui a été prescrite à l'exploitant Lubrizol. Et bien sûr, les résultats des analyses qui ont d'ores et déjà été faites seront versés à cette surveillance. Enfin, cette cartographie de la pollution de l'environnement permettra la réalisation d'une étude de risque sanitaire demandée par les autorités sanitaires. Donc le gouvernement a indiqué qu'il était favorable à la mise en place d'un suivi épidémiologique de long terme qui est engagé par les autorités sanitaires locales. Nous portons également une attention très forte au transfert de contaminants vers la chaîne alimentaire. C'est pourquoi, depuis le début, donc les préfets et le ministère de l'Agriculture ont pris des mesures de précaution très rapides en édictant des mesures de confinement sur les productions agricoles dans l'attente du résultat des analyses, notamment de dioxine que j'évoquais précédemment. Donc moi je suis bien consciente, et le ministre de l'Agriculture également, que c'est une épreuve difficile pour les éleveurs, pour les agriculteurs qui sont confrontés à la consignation de leur production, mais je sais qu'ils sont aussi les premiers attachés à la qualité sanitaire de leurs produits, et clairement l'engagement est bien de les accompagner sur les pertes d'exploitation qui peuvent être générées. Et nous installerons vendredi avec Agnès Buzyn et Didier Guillaume un comité de suivi pour assurer dans la durée la totale transparence sur les conséquences environnementales et sanitaires de cet accident. Il rassemblera les collectivités, les associations de protection de l'environnement, les professionnels de santé, les représentants des riverains et les professionnels impactés. Nous sommes déterminés à faire la pleine lumière sur les conséquences de ce grave accident dans la durée. Au-delà des conséquences directement perceptibles, il faudra aussi assurer la pleine transparence sur les causes de cet accident. Dès jeudi 26, j'ai annoncé le lancement d'une enquête administrative qui complétera l'enquête pénale en cours. Aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre demeurent, à commencer par l'origine même de l'incendie, alors que le site faisait l'objet d'une surveillance rigoureuse par le service des services de l'inspection des installations classées de l'Adréal. Depuis le précédent accident, survenu en 2013, ce sont 39 inspections qui ont été réalisées sur ce site, les dernières datant de juin et de septembre.
un plan de prévention des risques technologiques a été approuvé en 2014. Nous ne disposerons d'une analyse plus précise des causes que d'ici quelques semaines, mais d'ores et déjà, j'ai saisi l'ensemble des préfets afin qu'ils demandent aux exploitants des sites Seveso de renforcer leur vigilance et d'interroger leurs propres systèmes et procédures de gestion des risques au regard de cet incendie. Donc vous pouvez le constater, le gouvernement et les services de l'État sont depuis les premières heures pleinement mobilisés pour protéger les Français. Nous l'avons fait, nous continuerons à le faire en pleine transparence, y compris sur les causes. C'est ce que nous devons aux Français et à la représentation nationale. Bien, je vous remercie Madame la Ministre. Je vais donner la parole à mes collègues qui ont souhaité s'exprimer. Donc Monsieur Chaise. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, 3 questions relativement simples. Vous avez évoqué effectivement 39 contrôles lors des dernières années dans cette entreprise. La question qu'on peut se poser, est-ce que trop de contrôles tue le contrôle, dans le sens où la difficulté à expliquer comment un incident de cette ampleur a pu arriver. De façon plus globale, est-ce que votre gouvernement envisage aujourd'hui une évolution des normes Seveso suite à cette catastrophe? Concernant les indemnisations, donc, le fonds d'indemnisation des agriculteurs a estimé donc, des pertes agricoles s'élèvent à 400 000 € par jour depuis le premier jour de l'accident. Au total, 1364 exploitations ont été frappées de restrictions. Est-ce que vous pouvez nous garantir que le principe de pollueur-payeur s'appliquera intégralement sur cette catastrophe et que Lubrizol indemnisera les agriculteurs et prendra à sa charge évidemment tous les coûts annexes tels que les frais d'analyse ou le nettoyage des écoles? Enfin, vous avez évoqué, Madame la Ministre, l'entreprise Normandie Logistique qui stockait apparemment plus de 4000 tonnes de produits Lubrizol sans être accrédité Seveso. Comment se fait-il qu'une entreprise mitoyenne d'un site Seveso seuil haut ne soit pas contrôlée, ou en tout cas surveillée? Et donc plus globalement, comment expliquer l'existence de telles lacunes dans un processus de contrôle de sites industriels? Merci Monsieur Chaise. Madame la Ministre, Monsieur Chaise est revenu sur un point sur lequel je n'avais pas moi-même entendu votre réponse, à savoir comment se fait-il que l'usine Normandie Logistique n'est pas, semble-t-il, satisfait à son obligation d'accréditation au titre du régime d'enregistrement ou d'autorisation et se soit contenté d'une simple déclaration sans que les services de l'État, apparemment, s'en soient émus. Donc, les 39 contrôles n'ont manifestement pas permis d'empêcher cet incendie. Cet incendie, à ce stade, je pense qu'on ne peut pas se l'expliquer, puisque nous sommes dans un entrepôt qui a un dispositif, ce qu'on appelle de sprinklage, c'est-à-dire que dès qu'il y a un échauffement dans l'entrepôt, des quantités très importantes d'eau doivent tomber sur l'origine de l'échauffement. Et manifestement, ce dispositif est dimensionné pour permettre d'éteindre un incendie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'explication sur pourquoi ce dispositif n'a pas permis de prévenir l'incendie. C'est vraiment le rôle de l'enquête judiciaire et de l'enquête administrative de nous éclairer sur ce qui a pu se passer. Et du coup, quand vous posez la question de l'évolution des normes Seveso, je pense que une catastrophe de cette ampleur doit forcément nous amener à réinterroger les normes, les procédures. C'est ce qui se fait systématiquement. C'est comme ça que, suite à la catastrophe d'AZF, ont été mis en place des plans de prévention des risques technologiques. On aura certainement des enseignements à tirer d'une telle catastrophe, mais je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui ce qui pourra être décidé tant qu'on n'a pas une analyse des causes de l'incendie. Donc vous avez entendu les 2 industriels qui se renvoient un peu la balle sur l'origine de l'incendie. Moi, à ce stade, je n'ai aucun élément. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit très prudent. Et évidemment, il faudra, quand on aura des éclaircissements sur les causes de cet incendie qui n'aurait pas dû avoir lieu dans l'entrepôt, ou en tout cas qui était
supposés être équipés de dispositifs empêchant un tel incendie, il faudra qu'on en tire toutes les conséquences. Je veux vous confirmer qu'effectivement, on est dans l'application du principe pollueur-payeur. Donc, l'exploitant a à sa charge les opérations de dépollution, de nettoyage, doit évidemment prendre également à sa charge les analyses. Il doit même réaliser un suivi environnemental dans la durée. Et donc, il nous doit un plan de surveillance que nous devons valider. Il aurait dû nous remettre ce plan. Le délai, c'était vendredi dernier. À ce stade, le préfet a dû lui écrire pour lui dire que le plan ne nous semble pas satisfaisant, mais donc il doit produire ce plan. Ce plan sera évidemment à sa charge. Et de la même façon, l'industriel aura à indemniser les préjudices, notamment ceux subis par les agriculteurs. Moi, j'ai vu le président international de Lubrizol et j'ai eu l'occasion de lui dire que je trouve que l'entreprise n'a pas été à la hauteur dans la gestion de cette catastrophe, en particulier sur le temps qui a été nécessaire pour nous fournir des listes dont je partage tout à fait le fait qu'elles ne sont pas parfaitement lisibles, ou en tout cas pédagogiques. Mais néanmoins, on n'a pas voulu perdre de temps et on a souhaité les rendre publics lorsqu'on les a eus. Donc c'est en effet des références internes de l'entreprise avec des références à des fiches de sécurité qui au moins permettent d'avoir toute la transparence sur les produits qui ont été impliqués dans l'incendie. Et peut-être par rapport à la question que vous posiez, Monsieur le Président, auquel je n'ai pas répondu, c'est bien parce que ça peut être compliqué, comme l'a souligné Agnès Buzyn, de savoir quels sont les polluants potentiels produits dans ce type d'incendie. Nous avons saisi l'INERIS et l'ANSES pour leur demander s'il était nécessaire d'élargir les prélèvements et les analyses à la recherche d'autres substances. Et donc, j'ai mentionné la réponse qui nous a été apportée, donc a priori validant les prélèvements qui avaient été faits, notamment dans l'air et sur les suies, et demandant d'étendre les recherches sur quelques produits supplémentaires sur les produits agricoles. Alors, s'agissant de la situation de Normandie logistique, moi je vais être très prudente et je pense que l'enquête administrative devra là encore nous éclairer. On est sur un site qui a été construit dans les années 50, c'est-à-dire antérieurement à la réglementation, à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. De fait, les exploitants, dans ce cas, bénéficient d'un régime d'antériorité. Ensuite, le site a évolué, avec notamment des agrandissements, et dans le même temps, la législation ICPE a elle aussi évolué, avec par exemple la mise en place, pour certains entrepôts, d'un régime d'enregistrement et d'autorisation. Dans ce genre d'évolution, il y a d'une part ce principe d'antériorité qui fait que l'exploitant a le droit de poursuivre son exploitation, mais il y a aussi une obligation de signaler, une fois qu'on a un changement de législation, l'exploitant a l'obligation de signaler si, du fait de l'évolution de la législation, il se trouve dans un régime différent de celui où l'administration l'a considéré jusqu'à présent, c'est-à-dire ICPE soumis à déclaration. Voilà, moi je vais rester extrêmement prudente à ce stade et vraiment l'enquête administrative devra nous retracer si des déclarations qui auraient dû être faites n'ont pas été faites et peut-être nous éclairer à l'avenir sur la façon de s'assurer que ces déclarations soient mieux faites. Merci Madame la Ministre. Monsieur Berry-Débat. Oui, merci Madame la Ministre pour vos réponses, mais dans le prolongement de la question précédente, concernant l'usine Normandie Logistique, elle a mis un certain temps à communiquer quand même la liste des produits, puisque on vient de l'apprendre il y a peu de temps. Et est-ce que vous avez des informations, compte tenu que vous avez la liste entre les mains, sur les risques de pollution supplémentaires par rapport à ça ? Deuxième question, sur les autres sites Seveso,
vous avez souhaité que dans les 1312 sites qui existent, vous exigez un autocontrôle renforcé de ces sites. Est-ce que vous êtes sûr que cet autocontrôle va suffire? C'est-à-dire que les exploitants vous donnent une liste, etc., etc. Ou est-ce que vous souhaitez aller beaucoup plus loin par rapport à cela? Merci, Monsieur Béry-Débat. Madame la Ministre. Alors, donc, le site de Normandie Logistique, donc ça n'est pas un site classé Céveso, et donc il n'a pas les mêmes obligations que les sites classés Céveso par construction. Donc ils nous ont fourni des listes qui maintenant, on peut supposer qu'elles retracent bien les produits qui étaient présents sur le site. Par contre, ils n'ont pas été en mesure de nous indiquer aujourd'hui quels étaient les produits qui avaient brûlé, puisqu'il y a 3 entrepôts, un qui a été totalement détruit et 2 qui ont été partiellement détruits. Pour autant, on a du coup rendu public la liste de l'ensemble des produits et on a demandé à l'INERIS d'actualiser les recommandations qu'ils peuvent nous faire sur la base des produits présents sur le site de Normandie Logistique. Alors on peut dire que les produits en question, ce sont notamment de la gomme arabique, des écorces, enfin des produits plutôt de cette nature, qui sont ceux de l'entreprise Normandie Logistique, plus de la gomme arabique, des produits tels que de la magnésie ou de la bauxite, ça c'est ceux qui sont en propre à Normandie Logistique. Il y a des asphaltes qui sont stockés pour le compte de Total, qui est également à côté. Et les produits Lubrizol, ce sont des matières premières et des produits finis. Et Lubrizol nous indique avoir fait appel à Normandie Logistique pour le stockage de produits non dangereux. Nous allons, là aussi, nous sommes en train d'analyser la liste qui nous a été transmise. Je vais rester extrêmement prudente là aussi. Il faudra qu'on vérifie que les produits pouvaient bien se trouver sur ce site. Merci, Madame Bonnefoy. Oui, merci Madame la Ministre. Il était indiqué dans la presse que le vendredi 4 octobre, vous vous étiez entretenu avec le PDG de Lubrizol et que vous aviez demandé à l'entreprise qu'elle assume pleinement toutes ses obligations légales et réglementaires, que ce soit en matière de transparence, de mise en sécurité du site, de sa dépollution ou encore du suivi des conséquences à moyen et long terme de cet incendie en application du principe pollueur-payeur. En même temps, le vendredi 4 octobre, le tribunal administratif de Rouen, saisi par l'association Respire, a donné raison à la demande de l'association en nommant un expert spécialiste en chimie et produits industriels pour procéder à un constat des conséquences environnementales de l'incendie, et ce alors même que l'État, sur intervention du préfet de Seine-Maritime, refusait toute expertise indépendante et contradictoire. Alors que vous réclamez et affirmez à juste titre faire preuve de transparence, comment expliquer que l'État se soit opposé à cette légitime demande d'expertise indépendante? La transparence doit prévaloir, et toute la transparence, comme l'application du principe pollueur-payeur, sur cette affaire, mais également sur d'autres affaires. À cet égard, vous me permettrez ici d'illustrer mon propos par la pollution des terrains de l'ancienne usine Saft à Angoulême, site exploité pendant 50 ans et qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque dépollution, alors que 50 tonnes de trichloroéthylène se trouvaient en permanence sur ce site. Il en résulte des sols pollués aux métaux lourds, une nappe phréatique de tout un quartier résidentiel pollué lourdement, l'air des maisons alentours pollué au trichloroéthylène et jusqu'à la dioxine. On parle beaucoup de dioxine à Rouen, et il semblerait qu'on n'en ait pas trouvé. En Charente, il y en a. Dioxine qu'on a retrouvée il y a quelques semaines à hauteur de 50 fois la norme sanitaire autorisée dans les œufs des poules que les riverains consommaient jusqu'au début de l'été dernier. Et là encore, ces riverains sinistrés dans leurs biens immobiliers, dans leur vie et dans leur chair se voient refuser la possibilité d'obtenir une étude indépendante, contradictoire et exhaustive de leur situation. Et dans ce dossier, Madame la Ministre, que je vous invite à examiner avec une attention toute particulière, l'action combinée de l'État et du département de la Charente, propriétaire des lieux, aboutit à un renversement des responsabilités où c'est le pollué qui paie. Le Premier ministre s'est engagé à ce que tout soit rendu public, tout. Il doit en être ainsi à Rouen et ailleurs. L'État envisage-t-il
de changer sa doctrine, qui consiste manifestement à refuser systématiquement les demandes d'expertise judiciaire indépendante et contradictoire dans ce type de dossier. Cette position en effet plus tenable et ne peut que conduire à des interprétations qui laissent évidemment croire que l'État aurait quelque chose à cacher et couvrirait le responsable de la situation. J'en termine. Enfin et surtout, le principe du pollueur-payeur doit s'appliquer à Rouen et ailleurs. Donc l'État dispose des pouvoirs pour faire respecter ce principe. Et donc, quelles mesures envisagez-vous de prendre? Merci. Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, effectivement, je confirme, j'ai eu l'occasion de le dire, que j'ai vu le président de Lubrizol pour lui demander d'assumer toutes ses responsabilités, et je dirais même au-delà, c'est-à-dire de ne pas attendre les décisions qui pourraient intervenir au civil pour assumer l'indemnisation des professions, notamment les agriculteurs qui ont subi un préjudice important. Et donc, l'entreprise Lubrizol a indiqué qu'ils étaient effectivement en train de travailler dans ce sens. Je pense que dans le principe, il faut avoir en tête que la surveillance de moyen et long terme de l'environnement relève de la responsabilité ou est à la charge de l'exploitant du site qui a créé le problème environnemental, donc en l'occurrence Lubrizol. Donc je pense que notre responsabilité, en tout cas, c'est de veiller à ce qu'ils mettent en place cette surveillance environnementale selon les meilleurs standards, et c'est ce à quoi nous allons nous employer, et c'est pour ça que nous avons pour l'instant, si je peux dire, retoqué la copie qui nous a été proposée. Alors est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autres expertises? Enfin voilà, moi je suis pleinement consciente que la parole publique, la parole des experts n'est pas crue. Est-ce que la parole d'autres experts sera crue? Je ne sais pas, mais si... Enfin voilà, de toute façon le tribunal administratif a prescrit des expertises, très bien. J'alerte juste sur le fait que je pense qu'aujourd'hui, ces analyses, qui sont réalisées évidemment par des bureaux d'études compétents, qui ont été revues par notamment l'INERIS, qui est la structure qui a sans doute la meilleure expertise sur ces sujets. Si personne ne fait confiance, c'est effectivement un petit peu dommage, mais je pense qu'on va devoir vivre avec. Et si plus d'expertise permettent de rendre crédible ce qui ne l'est pas sur la base d'une expertise, écoutez, dont acte. Dont acte. Alors, vous évoquez une question qui est différente sur les friches industrielles. C'est évidemment un enjeu très important. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on est forcément amené à réfléchir, a fortiori quand on se dit qu'on doit éviter l'artificialisation des sols. Donc notre capacité à mieux utiliser les friches industrielles est évidemment un enjeu très important. La règle aujourd'hui, quand un industriel quitte un site classé pour la protection de l'environnement, c'est une obligation de mise en sécurité du site, une obligation de dépollution pour un usage industriel, et puis de s'assurer de l'absence d'impact pour les riverains. Donc je comprends qu'il y a des débats et des contentieux sur le site que vous mentionnez. Moi, je n'ai pas précisément le dossier en tête, mais voilà, la règle générale, c'est dépollution pour un usage industriel. On peut réfléchir aux évolutions qui pourraient être apportées sur ces obligations ultérieurement. Merci. Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Depuis 3 ans, on note une augmentation des accidents sur les sites classés, et la part des sites Seveso était de 15% en 2016 pour passer à 25% en 2018. De quoi se poser des questions sur l'orientation de la réglementation. En 2018, avec la loi ESSOC, votre gouvernement a retiré à l'autorité environnementale l'évaluation systématique des modifications de sites au sein d'un même établissement pour les confier au préfet. En juin 2018, vous modifiez par décret la nomenclature des sites installations classées, réduisant encore le périmètre de l'évaluation environnementale. En juillet 2019, avec la loi énergie-climat, vous étendez l'évaluation au cas par cas, confiant toujours davantage de compétences au préfet, au détriment de l'autorité environnementale. L'établissement Lubrizol de Rouen a bénéficié de ces assouplissements, Monsieur le Président l'a rappelé. L'exploitant a présenté 2 demandes successives d'augmentation des quantités de substances dangereuses stockées.
Et dans les deux cas, le préfet a considéré qu'il n'y avait pas lieu à une évaluation environnementale. Toujours dans la même logique, le gouvernement persiste en annonçant un élargissement du régime d'enregistrement pour les entrepôts allant jusqu'à 900 000 m3, avec bien sûr la fin des études d'impact et des études de danger pour ces installations. Le 23 septembre, 3 jours avant l'accident de Lubrizol, Édouard Philippe annonçait également un grand chantier de simplification pour accélérer les projets industriels. Et parmi les propositions, autoriser le démarrage d'une partie des travaux, bien sûr sans entendre l'autorisation environnementale. Donc ma question est simple. Est-ce que ce terrible événement a-t-il fait prendre conscience au gouvernement que les intérêts industriels ne sont pas compatibles avec la sauvegarde des populations et de l'environnement? Et est-ce que vous allez en tirer les conséquences et revenir sur une réglementation qui, on le voit, est devenue trop laxiste? Et puis pour finir, j'en profite pour vous inviter le 29 novembre à un colloque que nous organisons ici même sur la démocratie environnementale et sur l'ensemble de ces questions. Merci. Merci, M. Gontard, de rappeler ma question sur laquelle je n'ai pas eu de réponse, effectivement, sur l'augmentation du stockage de produits dangereux qui aurait été décidé au début de l'année 2019. Madame la ministre. Alors, sur l'augmentation des accidents que vous mentionnez, Monsieur le Sénateur, je n'ai pas ces informations. Donc je pense qu'on va pouvoir creuser le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que les sanctions que l'administration a eu l'occasion de porter auprès des exploitants ont augmenté. Donc ce qui montre que les inspecteurs sont présents sur les sites et que la vigilance est importante quand des manquements sont constatés. De mémoire, on doit être à 400, de l'ordre de 400 sanctions en 2018, on devait être à un peu plus de 300 en 2016. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une présence importante des inspecteurs sur les sites, et je pense que les chiffres que je viens de vous citer sur les sanctions qui ont été prononcées montrent que par ailleurs la vigilance est importante sur ces sites. Et s'agissant en particulier du site de Lubrizol, je rappelle 39 contrôles depuis 2013. Ensuite, vous mentionnez des mesures de simplification qui ont été adoptées. Peut-être, je pense je voudrais partager une réflexion avec vous, c'est que nos inspecteurs constatent que le temps qu'ils passent aujourd'hui sur les dossiers est beaucoup plus important qu'auparavant. Et évidemment, le temps qu'ils passent sur les dossiers, ils ne le passent pas à contrôler les sites. Donc, on peut se dire que ça traduit le fait que les dossiers sont plus riches et plus compliqués qu'auparavant. Mais en tout cas, quand on réfléchit simplification administrative, c'est aussi l'idée de se dire, ce qu'on attend d'abord d'un inspecteur d'installation classée, c'est qu'il soit sur le site. Évidemment, ces démarches de simplification, elles ne doivent pas conduire à baisser la garde en termes de sécurité. Je voudrais rappeler que la sécurité, ce n'est pas l'évaluation environnementale, c'est l'étude de danger. Et donc, l'évaluation environnementale, c'est ce qui vient donner une évaluation de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact. L'étude d'impact sur l'environnement. Donc on a l'étude de danger, l'étude d'impact, l'évaluation environnementale, l'évaluation de l'autorité environnementale sur cette étude. Donc je pense que ce qui est très important, s'agissant des sujets de risque, et je ne vais pas vous dire que je me désintéresse de l'impact sur l'environnement, mais en tout cas comme on est en train de parler de risque, c'est que les études de danger soient faites et soient faites systématiquement. Je pense que c'est... moi je vous dis, c'est sans doute l'occasion de s'assurer aujourd'hui, dans cette remise à plat suite à cette catastrophe, que des simplifications administratives, moi je ne peux pas être contre par principe des simplifications administratives, et je ne serais certainement pas pour des simplifications qui viendraient effectivement réduire les garanties qu'on peut avoir sur la sécurité des sites. Donc je pense que votre commission d'enquête et la mission d'information de l'Assemblée et les enquêtes administratives, l'enquête administrative que j'ai demandée permettront de vérifier que cet esprit qui est de dire c'est pas parce qu'on passe plus de temps sur des dossiers administratifs qu'on contrôle mieux le risque
est-ce qu'on est dans le bon équilibre ou est-ce qu'il y a lieu de réfléchir à des ajustements. S'agissant précisément donc des arrêtés qui sont intervenus sur le site, il y a en effet eu 2 arrêtés qui sont intervenus. Le premier qui mettait à jour des prescriptions techniques sur une unité qui n'a rien à voir avec l'endroit où s'est produit l'incendie. Donc c'était une modification qui devait permettre une nouvelle gamme de produits et une augmentation de stockage, mais donc dans une autre partie du site. Et le second arrêté visait à augmenter la capacité, le stockage possible sur le site. Et en fait, cet arrêté n'a pas été mis en œuvre. Donc on va dire que ces 2 arrêtés n'ont pas de lien avec l'accident, ou en tout cas avec l'impact de cet incendie. Moi, je vous dis, je pense que ce qui me paraît essentiel au regard des sujets de risque industriel dont on est en train de parler, c'est de s'assurer qu'on ne baisse pas la garde, que les études de danger soit couvrent les situations, les évolutions qui sont proposées par l'exploitant, soit que des études de danger sont actualisées si ça ne devait pas être le cas. Et je pense que, là encore, toute la mise à plat qu'on va être amené à faire dans le cadre de l'enquête administrative, de votre mission, de la mission d'information de l'Assemblée et de votre commission d'enquête permettra de vérifier que c'est bien le cas. Merci, Madame la Ministre. Madame de Cidrac. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En fait, effectivement, l'accident qui est survenu à l'usine Lubrizol nous inquiète tous, bien évidemment. On souhaite avoir des explications. On a rappelé les chiffres du nombre de sites Seveso, dont 705 qui sont classés en seuil haut. Moi, j'en ai un dans ma commune, qui est, vous savez, le syndicat intercommunal qui est en charge de la dépollution de toutes les eaux de la région Île-de-France, qui est un grand site, le SIAP, pour ne pas le citer, qui a connu un accident début 2018. Un second plus récemment cet été, en 2019, vous savez, on a eu quelques inquiétudes, des fumées noires qui s'échappaient de l'usine, avec tout de suite, bien évidemment, une prise en charge par le préfet. On nous a dit que les fumées noires ne contenaient pas du chlorure ferrique, donc tout cela, nous n'avions pas de raison d'en douter. Ma question, Madame la Ministre, au regard de tout cela, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui à Rouen, Pensez-vous que nous avons véritablement une chaîne de contrôle et des dispositifs en fait de contrôle sur tous ces sites Seveso? On en a 1323, le Président l'a rappelé tout à l'heure, répartis, tous ne sont pas en seuil haut, mais pensez-vous qu'en fait notre chaîne de prévention pour prévenir ce type d'accident fonctionne bien, existe bien, est efficiente, puisque c'est vrai qu'il est important de traiter les sujets lorsqu'ils surviennent, c'est normal. Vous nous avez, je pense, d'une certaine manière donné des explications. Toutefois, en termes de prévention, avons-nous aujourd'hui des dispositifs suffisants? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je l'ai dit, je partage à la fois et je comprends l'émotion et l'inquiétude des habitants de Rouen et de l'ensemble des acteurs économiques ou des habitants qui ont été impactés par l'incendie. Je voudrais quand même partager avec vous que l'incendie a été maîtrisé sans suraccident et que, au vu des analyses dont on dispose sur l'air, sur l'eau, sur les sols et les premiers résultats sur les végétaux, il n'y a pas aujourd'hui de résultats anormaux. Donc c'est évidemment très choquant d'avoir un panache de fumée du type de celui qu'on a eu dans le cas de cet incendie, mais il y a certainement des enjeux de particules par ailleurs, c'est clairement mauvais pour l'environnement, ça j'ai pas de doute. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même faire le constat que, sous réserve des analyses qui sont encore en cours sur les productions agricoles, il n'y a pas eu, à ce stade, de détection de polluants anormaux suite à cet incendie. Je pense qu'on a une des législations, pour ne pas dire la législation, la plus
la plus protectrice d'Europe, puisque non seulement nous appliquons évidemment la directive Seveso dans sa dernière révision, mais par ailleurs, suite à l'accident d'AZF, des dispositions, on va dire, spécifiquement françaises ont été mises en place avec les plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de réduire, le premier point d'entrée, c'est de réduire le risque à la source et de demander aux industriels de faire le maximum pour réduire les risques à la source. Et une fois ces risques réduits au maximum, ensuite, il y a des mesures qui sont prises pour la protection des riverains et des activités à proximité du site qui peuvent aller sur de l'expropriation, qui peuvent aller sur un droit de délaissement, qui peuvent aussi aller sur la mise en œuvre de mesures de protection. Ça, c'est sur le cadre, on va dire, législatif et réglementaire. Donc moi, je constate qu'aujourd'hui, ces plans de prévention des risques technologiques, ils se réalisent, la plupart, même je crois 98%, non, sont réalisés. Ils se mettent en œuvre lentement. Et donc je pense qu'il faudra qu'on s'interroge sur le rythme de mise en œuvre des mesures qui sont prévues dans le cadre de ces plans, notamment des travaux qui se réalisent à petite vitesse, peut-être parce que c'est toujours gênant de faire des travaux chez soi, et même s'ils sont pris en charge, peut-être que tout le monde n'a pas forcément une culture du risque qui fait qu'on se bousculerait pour aller faire ces travaux. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui doit nous interroger. Et ensuite, sur les sites Seveso, on a des fréquences minimales de contrôle. Je pense que c'est des contrôles minimum annuels sur les sites Seveso. Donc voilà, je pense que les sites sont inspectés régulièrement. Ensuite, voilà, peut-être que dans le cadre de la mise à plat que nous sommes amenés à faire suite à cette catastrophe, on pourrait être amené à regarder s'il y a lieu de renforcer encore des aspects. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que je trouve qu'il n'est pas normal qu'on mette autant de temps, par exemple, à avoir une liste de produits. Et du coup, ça fait partie des points sur lesquels j'ai demandé au préfet de prendre la tâche des exploitants pour qu'on s'assure qu'on peut disposer d'une liste de produits compréhensible. Donc voilà, parmi les pistes sur lesquelles on doit travailler, sur aussi... peut-être on aura à réfléchir sur ce que j'évoquais au départ s'agissant de Normandie Logistique, ces sites qui existaient antérieurement à la législation sur les installations classées, qui peuvent changer de catégorie en fonction des évolutions de la législation et de la réglementation. Voilà, je pense que c'est une zone qu'il faudra sans doute regarder de façon détaillée. Merci Madame la Ministre. Madame Préville. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc il y a plus de 40 ans, on connaissait la catastrophe industrielle de Seveso avec une pollution à la dioxine qui a provoqué un réel électrochoc. Et pourquoi cet électrochoc? Bon, il y avait eu un incendie qui a été éteint, comme tous les incendies ils s'éteignent, et heureusement qu'on a des sapeurs-pompiers qui ont pu à Rouen œuvrer pour que cela n'entraîne pas un suraccident. Mais le gros problème, ça n'était pas ça, c'était l'absence de plan d'urgence. C'était ça le problème. Et là, le manque sur la protection des populations. Or, sur cet accident de Rouen, quel est le bénéfice en fait du classement Seveso? Est-ce que ça a apporté quelque chose de plus sur la protection des populations? Parce que finalement, l'incendie a été éteint, maîtrisé, certes, mais finalement, les témoignages disent que certains n'ont pas entendu de sirène, que des enseignants sont allés dans leurs établissements scolaires, que des élèves sont arrivés. Or, en la matière, ce qui est très important, c'est le confinement, c'est-à-dire de ne pas sortir du tout quand il y a ce genre de pollution, quand il y a ces suies et toutes ces molécules qui sont dans l'atmosphère. C'était ça à la base. Or, l'incendie, il est en pleine nuit et il y a des gens qui se promènent à 8 h du matin dans le périmètre impacté. C'est ça qui pose problème. La protection des populations, elle n'a pas été là.
Et je pense qu'il faudrait qu'on s'interroge là-dessus. Je m'interroge aussi sur la liste des produits qui étaient contenus, des molécules. Enfin, c'est quand même simple. L'industriel sait très bien ce que donne la combustion des produits qu'il stocke. C'est de la chimie toute simple, donc il peut donner, et normalement... Enfin, après, il faudrait voir comment on voit dans l'encadrement qu'on pourrait donner en supplément sur ces sites Seveso, de prévoir effectivement d'avoir la liste, mais directement, on doit l'avoir directement, des produits qui vont s'échapper. Ça, problème. Après, sur le périmètre des 500 mètres, je me pose la question sur la pertinence, puisque, comme vous avez dit, le panache, il est allé très loin, il était très large, donc peut-être que la protection est-elle suffisante? Et puis, dernière chose, sur la quantité, et la quantité des produits qui étaient stockés, qui provoque évidemment ce risque énorme, parce que pour l'instant, on n'a pas détecté la dioxine, parce que comme vous l'avez dit, il va falloir du temps, mais quand même, souvenez-vous qu'à Seveso, ce que ça a donné, la décontamination, c'est pas juste rincer, hein, c'est enlever la terre sur une certaine épaisseur, c'est tout démonter et stocker. Mais je dis pas qu'il y a ça à Rouen, je le dis pas, mais si c'était ça, une dépollution quand même très importante. Madame la ministre. Je pense que le classement Seveso, il emporte un certain nombre de conséquences. D'abord, que les études de danger permettent de connaître les polluants qui sont à rechercher. De fait, les polluants... Alors, je vais peut-être faire un retour en arrière. Je pense que cette législation, elle est issue de la catastrophe de Seveso que vous avez mentionnée. Elle a été complétée en France suite à la catastrophe d'AZF, dont je voudrais rappeler que c'était 31 morts, je crois que c'était plus de 2000 blessés, ça a été 26 000 logements endommagés. Voilà. Et donc, je pense que l'esprit de ces législations sont calés sur le risque immédiat. Et en particulier, les études de danger mettent en évidence les polluants qui peuvent présenter un risque immédiat pour la santé. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut sans doute qu'on réfléchisse, de travailler non pas seulement sur les polluants qui présentent un risque immédiat, par exemple le H2S, l'hydrogène sulfuré. Voilà. Celui qui sent mauvais, celui qui est dangereux pour la santé. Là, celui qui est toxique, celui qui est immédiatement toxique. Bon, donc voilà, cette législation, elle est certainement faite pour prendre en compte les risques immédiats pour l'environnement et pour la santé. Elle ne va peut-être pas assez loin, ou en tout cas, elle ne traite pas sans doute aussi bien les questions de risque de moyen et de long terme. Donc, d'où les questions que nous avons posées à l'INERIS et à l'ANSES, notamment dans la perspective du plan de suivi à moyen long terme des conséquences potentielles sur l'environnement et la santé, et donc les mesures qui sont, les indications qui nous ont été données, notamment sur l'INERIS, sur le fait que la liste des produits que nous avions recherchés était bien conforme à ce qu'on peut imaginer produit par un incendie sur le site. Le fait d'être classé en Seveso fait aussi qu'il y a des moyens d'extinction importants. Alors moi je vous ai dit, je pense que personne ne peut se satisfaire du fait que malgré les moyens d'extinction sur le site et notamment les dispositifs de sprinklage, il faudra qu'on comprenne pourquoi ça n'a pas suffi à prévenir l'incendie, mais en tout cas ces moyens étaient présents sur le site. Et puis de fait, compte tenu du classement du site, il y a à la fois un POI, ce qui est un plan d'opération interne de l'exploitant, qui doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire en cas d'incident, d'accident, et il y a le plan particulier d'intervention qui est déclenché par le préfet et qui prévoit la mobilisation des moyens. Donc je pense que je suis certaine que ces éléments ont permis de contenir l'incendie. Je voudrais rappeler que c'est 15% du site qui a été détruit, 15%. Donc, avec effectivement des risques de suraccident qui ont été évités. Donc, sans doute, tout n'est pas parfait, mais je pense quand même que cette législation a été tout à fait utile dans le cas présent.
Merci, Monsieur Mandelli. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je ne vais pas évoquer ni les circonstances ni les conséquences, parce que je pense que les différentes procédures en cours permettront de faire la lumière sur effectivement ce qui s'est produit et puis les conséquences pour l'environnement et les populations. Moi, je voudrais faire simplement un constat et j'ai ensuite une question. Le constat, c'est que ce qui s'est passé traduit à la fois l'absence totale de culture du risque, et de fait, le corollaire, c'est qu'aucune action de prévention, globalement, sur les populations, en direction des populations. Et puis, deuxième point, deuxième constat, c'est la défiance totale par rapport à la parole publique. On l'a vécu depuis longtemps en tant qu'élu local, mais aussi en tant que parlementaire et vous donc en tant que ministre. Et donc c'est un vrai souci aujourd'hui, rendre crédible de nouveau la parole publique. Et je pense que dans ce cadre-là, alors sur cet événement précis, je pense qu'une seule voie aurait été sans doute, mais c'est facile de dire après, la solution, plutôt que de disperser les interventions, mais j'ai pas de... Il n'y a pas de règles en la matière, mais je pense que la parole de l'État aurait pu être incarnée par un seul ou une seule interlocutrice en l'occurrence. Pour ce qui concerne ma question, vous avez évoqué les plans de prévention des risques technologiques, Seveso, la mise en œuvre qui tarde sur un certain nombre de mesures dans le cadre de ces PPRT. Moi, ma question porte sur les plans communaux de sauvegarde et sur les 10 crimes. Est-ce qu'à ce stade, vous avez un état des lieux précis sur le nombre de communes qui sont engagées dans ces plans communaux de sauvegarde, dans les différentes procédures qui sont possibles et obligatoires, logiquement, pour les communes? Merci, Monsieur Mandelli. Madame la Ministre. Alors, on sort un peu du champ de responsabilité de mon ministère. En tout cas, moi, je peux que partager avec vous le fait que, il y aura différents enseignements plus sur la partie gestion de crise à tirer en lien avec le ministre de l'Intérieur. Je pense notamment qu'on peut constater que l'information n'arrive pas aux citoyens. Qu'effectivement, on a pu avoir ces alarmes, ces sirènes qui ont été activées. J'espère que les citoyens ont bien repéré que c'était la sirène qui prévient qu'un risque industriel se manifeste. En fait, on a un gros sujet, je pense, de voir comment on peut toucher rapidement les citoyens, toucher rapidement, y compris, moi j'ai été surprise pour tout vous dire de voir à la télé une pharmacienne qui disait on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, l'ARS était présente, pourquoi la chaîne ne redescend pas plus vite pour que tous les professionnels de santé aient les analyses qui avaient été mises en ligne le vendredi. Je pense qu'on a vraiment à regarder ces sujets qui sont au-delà du champ de mon ministère, mais je pense qu'avec la ministre de la Santé, on peut aussi regarder ces sujets. Et puis la culture du risque, quand j'évoquais le fait que les PPRT, leur mise en œuvre doit nous interroger, ça veut dire que bien qu'il y ait, dans le cadre notamment des sites Seveso, une étude de danger, une étude d'impact soumise à enquête publique, donc ça veut dire qu'a priori, les populations ont eu connaissance dans l'enquête publique qu'il y avait un site avec des enjeux en termes de risques industriels particuliers. Il y a des commissions de suivi des sites, les anciennes cliques qui s'appellent maintenant les C2S, qui doivent aussi, a priori, permettre d'associer les riverains, de les informer régulièrement des dispositions qui sont prises sur les sites. Comme vous dites, ensuite, il y a une information qui est donnée par l'État sur les 10 crimes et qui doit donner lieu à des plans communaux de sauvegarde. Alors là, pour le coup, on sort totalement on change, donc je ne suis pas en mesure, mais je ne doute pas que mon collègue ministre de l'Intérieur pourra vous informer sur la réalisation de ces plans communaux de sauvegarde. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'on a progressé sur cette culture de risque.
Enfin, on le voit aussi bien dans les risques naturels, hein, quand on voit des gens qui partent par tempête en pleine mer alors que les alertes ont été données, c'est à peu près le même sujet. Et malheureusement, ça peut avoir des conséquences aussi dramatiques. Ensuite, sur la crédibilité de la parole publique, moi je crains qu'on vive avec pendant très longtemps. Donc peut-être il faut aussi réfléchir à la façon d'avoir des expertises indépendantes, demander... alors, on ne peut pas non plus en faire 36, mais donc du coup de réfléchir à la façon dont on peut peut-être plus vite mettre en place des comités du type de celui qu'on installera avec Didier Guillaume et Agnès Buzyn vendredi, qui pourraient, y compris, prescrire des études ou des analyses. Voilà. Bien, je vais donner la parole à Monsieur Pascal Martin, que vous avez peut-être rencontré sur le terrain, puisqu'il a la chance d'être, ça ne va pas durer longtemps, un cumulard, puisqu'il vient de rejoindre... Encore 3 jours, donc c'est un moment dont il doit profiter. Il vient de rejoindre le Sénat il y a quelques jours et il préside encore le Conseil départemental de Seine-Maritime. Oui, Madame la Ministre, très rapidement pour vous dire que, comme vous, j'ai eu l'occasion d'aller sur site et dès le premier jour, puisque vous l'avez rappelé, l'incendie se déclare à 3 heures du matin et moi je me suis rendu sur place à 11 heures du matin, puisque le panache commençait à passer au-dessus de l'hôtel du département. Une première question, c'est la question de l'urbanisme. Ce sont les villes qui se sont construites autour de ces entreprises. Alors ces entreprises sont venues s'installer en Seine-Maritime, profitant de l'axe Seine, qui naturellement est un axe privilégié pour l'implantation de ces entreprises. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on sera amené à repenser ces questions d'urbanisme lorsqu'on sait qu'à quelques centaines de mètres, à vol d'oiseau de Lubrizol, est aujourd'hui en train de se construire un écoquartier qui portera le nom de écoquartier Flaubert, et que toute la question est posée de savoir est-ce qu'il est aujourd'hui raisonnable de pouvoir autoriser à quelques centaines de mètres de ces entreprises qui participent au développement économique de la métropole de Rouen-Normandie et du département de la Seine-Maritime. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faudrait installer ces entreprises à la campagne pour caricaturer mon propos, mais la question des autorisations d'urbanisme est posée, et me semble d'une façon accrue par cet accident majeur. Deuxièmement, je rejoins cette question de la culture du risque. Actionner les sirènes à 4 heures du matin, ça n'aurait parlé à personne. Je ne veux pas être le porte-parole des populations, mais manifestement, cette culture du risque n'est pas partagée. Elle est petit à petit partagée avec les scolaires, dans les écoles primaires, dans les collèges, peut-être dans les lycées, mais ce n'est pas suffisant. Troisième élément, on sait très bien que la réglementation en matière de lutte contre les incendies s'est construite après des dramatiques événements. Celui de Seveso le rappelle, 1976 en Italie. Moi, je pense qu'il faudrait aussi imaginer de renforcer la politique, non pas de prévention, mais de prévision. Et la différence est notable. La prévision consiste à partir du principe qu'on ne peut pas imaginer le risque nul et qu'il faut imaginer des moyens adaptés pour faire face à ces incendies. On sait très bien que plus un incendie est maîtrisé rapidement, moins il a de risques. C'est une lapalissade d'aller au-delà du périmètre propre de l'établissement et causer des dégâts comme on a connu. Et moi, je pense qu'il faudrait imaginer un renforcement des équipes en interne de sécurité. Il en existe chez Lubrizol, mais je pense qu'au-delà des moyens d'extinction, comme le sprinklage, mais des moyens humains, je pense qu'il faudrait renforcer les moyens humains avec du matériel et puis peut-être aussi renforcer... Elle existe, mais peut-être qu'elle n'est pas suffisante, la coopération entre les différents établissements qui sont implantés sur la métropole Rouen-Normandie, parce qu'on sait qu'il y a des coopérations de mutualisation et de solidarité pour notamment apporter de l'émulseur pour éteindre ces incendies. Je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à renforcer la coopération entre les usines Seveso situées sur un même site. Voilà, et puis dernière chose, je pense qu'on ne fera jamais assez en termes d'information des populations.
Donc on ne pourra pas s'exonérer à l'issue de cette dramatique incendie de reprendre, je pense, à zéro l'information des populations. Voilà, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre, notamment sur l'information des populations. Oui, merci, Monsieur le Sénateur. Je pense qu'il faut en effet qu'on reprenne ce sujet et qu'on trouve des moyens plus efficaces pour prévenir les populations, ce qui suppose certainement, mais là c'est un petit peu aussi le sujet des plans communaux de sauvegarde, hein, que chacun soit bien informé en amont des risques et de ce qu'il est amené à faire si le risque se matérialise. Sur les sujets d'urbanisme, vous savez que les plans de prévention des risques technologiques ont justement instauré des périmètres dans lesquels les habitations, voire toute autre installation est interdit, dans lequel des activités économiques, dès lors qu'il y a des mesures de gestion coordonnées, peuvent être maintenues, et puis des périmètres au-delà dans lesquels on a un droit de délaissement. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Je ne sais pas, je note quand même, il me semble que dans l'élaboration de ces PPRT, c'est déjà souvent considéré comme très contraignant par les collectivités. J'ai quelques expériences de préfète en tête où, quand on essayait de... c'était des discussions quand même un peu compliquées, hein, donc je pense que les collectivités peuvent ne pas être toujours enthousiasmés à l'idée que le PPRT ait un périmètre étendu. Donc je crois que le PPRI, c'est pareil. Voilà. Donc en tout cas, et alors dans le cas présent, je pense qu'il faut aussi qu'on ait en tête que finalement le panache de fumée, alors en l'état actuel, on n'a pas... les analyses sont rassurantes puisqu'aucun polluant anormal n'a été constaté dans les communes sous panache de fumée, mais le panache, il a quand même eu des retombées jusqu'à Valenciennes. Donc ça montre que si on en est sur les pollutions diffuses de moyen terme, ça pose la question à une autre échelle. Hein. Voilà. Peut-être pour vous dire, mais vous l'avez évoqué, Monsieur le Sénateur, que je pense que dans le cas présent, vraiment la mutualisation des dispositifs d'intervention de l'ensemble en fait des sites de Seine-Maritime a bien fonctionné. Et c'est effectivement quelque chose qu'on encourage, notamment pour les industriels qui sont sur un même site ou une même plateforme, on va dire. Merci, Monsieur Houlgate. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais m'exprimer en lien avec Nelly Tocqueville, qui est retenue donc en Seine-Maritime pour des raisons de santé. Je reprendrai un peu les propos de Didier Mandelli, parce que 2 points particuliers. Le premier, il faut quand même reconnaître que la communication gouvernementale concernant l'incendie a été incohérente et a sans doute contribué à susciter des peurs, ou du moins à les accentuer. Aujourd'hui, je crois que la crise n'est pas terminée dans la mesure où les Rouennais et l'ensemble des habitants du département vivent toujours dans le doute. Et on aurait peut-être gagné en temps et en sérénité si cette communication avait été à la fois concertée et coordonnée. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que les Rouennais demandent à ce qu'on leur dise la vérité, à ce qu'on les informe et pas uniquement à ce qu'on puisse les rassurer. Mais néanmoins, donc, des inquiétudes demeurent chez les habitants, notamment ceux qui sont revenus chez eux et qui s'interrogent à l'heure actuelle sur un certain nombre de dysfonctionnements qui ont marqué le début de la crise et qui ont respiré, notamment dans la nuit, donc les substances qui ont été issues de la combustion. Et demeure aussi pour les enseignants et les agents qui ont nettoyé des locaux scolaires alors qu'ils ne disposaient d'aucune mesure attestant de l'absence de danger. De même, inquiétude chez les enseignants, encore des parents d'élèves qui, au gré des odeurs et du vent, reçoivent des consignes de confinement. Nelly Tocqueville nous disait, par exemple, qu'elle a vécu le 3 octobre dans sa commune, qui est située à 15 km à l'ouest de Rouen, qui n'aurait donc pas été touchée par le nuage le 26 septembre. Pourtant, ce jour-là, cette zone a eu à pâtir des retombées, des odeurs et des picotements à la gorge, notamment chez les habitants. Donc les inquiétudes demeurent toujours, notamment aussi pour un cas particulier qui est celui des gens du voyage, qui occupent une aire qui est située à 400 mètres du site et qui n'ont reçu aucune information et en ce titre n'ont eu droit à aucune protection. Elle demeure même intensité d'inquiétude pour, bien évidemment, tous les acteurs économiques, les salariés, les commerçants et ainsi de suite. Donc, comment redonner
la question que je vous pose, c'est comment redonner de la confiance à la population, comment unifier la communication. Et puis ma deuxième point rejoint également, face à une catastrophe, on se rend compte que les populations sont désemparées, ne sachant pas quel bon comportement adopter. On a tout à l'heure en discussion, on prenait l'exemple des commissions locales d'information, qui sont des structures d'information qui fonctionnent. Donc vous parliez des CLIS tout à l'heure, dans lesquelles on retrouve les élus, les syndicalistes, les représentants bien évidemment d'associations, les experts et aussi les exploitants, et que ces commissions locales d'information sont compétentes en matière d'information sur la santé, sur la sécurité des riverains, etc. Elles contribuent à diffuser une culture de sécurité. Malheureusement, il n'y a en France que 53 CLI, 38 sur les sites nucléaires et peu en ce qui concerne les sites non nucléaires. Donc peut-être information à vérifier. Donc comment là aussi développer ces outils, qui sont des outils de concertation et de diffusion d'une culture de sûreté, et sont de nature aussi à rassurer les populations en cas d'incident. Merci, Monsieur Houllegatte. Madame la Ministre. Peut-être sur le dernier point que vous mentionnez, sauf erreur de ma part, les commissions, les anciennes CLI, désormais C2S, doivent exister sur tous les sites Céveso seuil haut, ce qui devrait faire 700 sites. Donc, on va vérifier que c'est bien le cas, mais normalement, c'est réglementairement prévu sur les sites Céveso seuil haut. Vous posez la question de la gestion de la crise. Le préfet en parlerait mieux que moi et mon collègue ministre de l'Intérieur également. L'approche que le préfet a mis en œuvre, conformément au PPI, a été, je le redis, très tôt de faire des mesures sur la pollution de l'air, mesures qui n'ont pas permis à ce moment-là, comme par la suite, de mettre en évidence des polluants dans des concentrations anormales. Et donc, c'est ce qui l'a conduit à mettre en place un périmètre de sécurité de 500 mètres. Alors ensuite, je ne sais pas s'il y a une aire de gens du voyage officielle ou si les gens de voyage étaient là sur des terrains non prévus à cet effet. Mais voilà, normalement, il y avait un périmètre de protection de 500 mètres. Ensuite, moi, je comprends les inquiétudes. Moi, je pense qu'on va pouvoir rediffuser les résultats de tous les prélèvements et analyses qui ont été faits par l'exploitant, qui ont été faits par les pompiers, par Atmo Normandie, qui ont été faits par les services de l'État, et puis peut-être par des expertises indépendantes, en espérant que tout ça finisse par convaincre les populations sur les teneurs, en polluants qui sont, pour tout ce qu'on a pu mesurer jusqu'à présent, en dessous des seuils sur lesquels il y aurait une alerte. Et puis par ailleurs, moi je redis, Agnès Buzyn a bien confirmé qu'une étude épidémiologique de long terme serait mise en place, et là aussi en espérant que ça puisse rassurer les populations concernées. Au demeurant, je précise qu'il y en avait eu une suite à l'accident, en tout cas à l'incident de 2013, qui n'avait pas conduit à signaler des pathologies ou en tout cas des conséquences pour la santé suite donc à ce suivi épidémiologique qui a été fait postérieurement aux fuites qui étaient intervenues en 2013. Mais ça n'est pas nécessairement le même type de produits qui ont pu être rejetés dans l'atmosphère. Monsieur Bignon. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur cette histoire concernant les agriculteurs. Je suis élu de la Somme, donc une zone qui est riveraine. Et le nuage est passé au-dessus de chez moi, clairement. Je n'ai pas mangé de framboise ce week-end. Principe de précaution. Alors, il y a deux choses. Les agriculteurs, c'est évident qu'il faut les indemniser le plus vite possible. C'est les agriculteurs, les légumes, le lait, c'est des gens qui ne gagnent pas énormément d'argent. Ils sont fragiles. Et donc, c'est bien de dire on va les indemniser. J'ai noté les déclarations que vous avez faites à Ouest France et à d'autres médias. C'est très intéressant et très important. Mais il faut le faire. Il ne faut pas... je veux dire que s'il y a un moment donné où on ne peut pas ne pas ramasser le lait et dire aux gens débrouillez-vous, comment vous allez faire pour payer vos échéances. La coopérative ne paiera pas le chèque de lait mensuel. Il ne faut pas oublier que le lait, c'est le salaire notamment des petits agriculteurs. Il y a certes dans la Somme une ferme de 1000 vaches, mais toutes les fermes n'ont pas 1000 vaches.
Donc ça, c'est un point qui est vraiment important sur lequel j'insiste, et c'est la même chose pour nos voisins et amis normands. D'un côté et de l'autre de la vallée de la Brelle, le sujet est exactement le même, et on est tous évidemment solidaires. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est une interrogation sur le caractère, peut-être pas, le mot sincère est peut-être exagéré, le problème du doute qui habite un certain nombre d'élus locaux et de producteurs locaux. On vous dit, le nuage passe clairement au-dessus de la zone où j'habite, sur une quarantaine de kilomètres à peu près. Et on vous dit là, par exemple, on peut pas prendre le lait des vaches, mais là, dans le village d'à côté, on peut prendre le lait des vaches. Là, on peut prendre les légumes, là, on peut pas. J'ai l'exemple d'un cultivateur qui déclare au Courrier Picard, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je pense qu'il a dit la vérité. Je voulais faire un silo d'ensilage à tel endroit, et on m'a interdit de le faire, mais sur la terre voisine, qui est exactement à 300 mètres de là où on voulait qu'il fasse, où on ne veut pas qu'il fasse le silo d'ensilage, on l'autorise à ensiler. Donc il y a une espèce d'incohérence dans la crédibilité de la décision qui est prise. Clairement, quand le nuage passe, alors il y a des endroits où on ramasse de la suie, il y en a où on n'en a pas, mais il y a plein d'endroits dans les champs, plein d'endroits dans les bois, plein d'endroits dans les jardins, où vous croyez qu'une dame qui a 75 ans va aller voir dans son jardin si son petit potager est couvert de suie et si elle peut le déceler. Moi, je serais partisan d'avoir une vision un peu plus globale. On voit le mitage, il y a 39 communes qui ont été concernées dans la Somme. Je ne revendique pas que la mienne soit indemnisée. Je dis, en termes de cohérence géographique, ça paraît extraordinairement invraisemblable de dire, ben là, vous avez été touché, là, vous n'avez pas été touché, ça se passe, c'est à 200 mètres, les territoires sont mitoyens, les cultivateurs cultivent les mêmes. Enfin, une catastrophe naturelle, ça ne choisit pas l'endroit où ça tombe partout. Comment ? C'est le vent. Bon, c'est la fameuse histoire de Tchernobyl. Hein. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté sur le Rhin, contrairement à ce que certains ont cru à un moment, ou contrairement à ce qu'on a dit à d'autres. Voilà, j'ai fini, mais je pense que ça donnerait de la crédibilité. Ça donnerait de la crédibilité si on avait une vision un peu plus globale du problème. Madame la ministre, sur les framboises que M. Vignon n'a pas mangées. Peut-être vous indiquer que, s'agissant des framboises et autres productions naturelles, moi j'ai aussi saisi l'ONF, l'Agence française de la biodiversité, les agences de l'eau, pour qu'elles participent aussi au suivi environnemental de moyen et long terme. Effectivement, mais là je ne voudrais pas empiéter sur les compétences de mon collègue Didier Guillaume, en fait les communes... Enfin, les préfets ont invité les forces de l'ordre, les collectivités, les agriculteurs à signaler les retombées de suie qu'ils avaient pu constater dans une commune. Et c'est sur la base de ces signalements que des communes ont été classées dans celles dans lesquelles les productions agricoles sont consignées. Alors peut-être qu'on aurait pu avoir une approche encore plus large, mais en considérant que toutes les communes comprises entre Rouen et Valenciennes, dans tous les départements affectés, voilà. Écoutez, donc du coup, voilà, les installations, les exploitations qui sont concernées sont celles dans des communes dans lesquelles soit les agriculteurs, soit les élus, soit les forces de l'ordre ont signalé des retombées du panache de fumée. Peut-être qu'on pourra réfléchir à une méthode plus scientifique ou différente pour les... Enfin, voilà, comme retour d'expérience suite à cette catastrophe. Et j'ai bien noté la préoccupation sur les agriculteurs. Je peux vous assurer que Didier Guillaume est totalement mobilisé pour qu'on trouve rapidement une solution pour qu'il y ait une prise en charge rapide par Lubrizol pour tenir compte des préjudices importants que subissent les agriculteurs. Merci, Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors, on arrive en fin de série, les questions finissent par être redondantes, mais j'aimerais revenir sur le phénomène de défiance du public par rapport aux informations transmises, comme l'ont rappelé un certain nombre de nos collègues. Il y a quelques années déjà, Jérôme Bignon en parlait, un nuage s'est théoriquement arrêté à la frontière et a largement engendré méfiance et défiance sur les catastrophes industrielles. Force est de constater qu'aujourd'hui, si c'est l'entreprise qui informe
elle est partie prenante, donc peu crédible. Si ce sont les scientifiques, on leur reprochera d'être à la botte d'un lobby. Si c'est le gouvernement, il sera taxé de vouloir étouffer l'affaire. Et même si l'info est la plus transparente, on y ajoutera la théorie du complot, le tout relayé, bien sûr, à grands coups de réseaux sociaux. Alors l'attente du grand public, elle est par contre légitime. Je m'interroge, moi, sur les procédures actuelles qui accompagnent toutes les installations ICPE, qu'elles soient d'ailleurs Céveso ou pas. Alors, bon, on en a parlé, mais je pense qu'il faudrait revoir les procédures, et vous en parlez dans vos propos, Madame la Ministre, pour inculquer la culture du risque, là aussi beaucoup l'ont évoqué, pour que, dès le dossier de création, il y ait la plus grande transparence et qui dépasse bien sûr la simple enquête publique, parce que souvent c'est limité un peu à ça pour le grand public, et qu'au cours de l'exploitation, il puisse y avoir un point régulier obligatoire avec une instance associant l'ensemble des parties prenantes sur les activités pouvant comporter un danger, et ce, avant que le danger, bien sûr, soit réel. Merci, Monsieur Gold. Madame la Ministre. Moi, je partage votre constat sur la méfiance. Je ne sais pas quelles conséquences on peut en tirer. On aura forcément à y réfléchir. Ensuite, l'information régulière des populations, c'est logiquement le rôle des commissions de suivi de sites, donc les anciennes commissions locales d'information. Manifestement, ça ne diffuse pas suffisamment. Donc, comment peut-on élargir l'information des populations au-delà de ceux qui participent à ces commissions de suivi? Je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde comment les plans communaux de sauvegarde se mettent en œuvre, parce que là, on est au plus près des citoyens dans les informations que les maires peuvent apporter. Est-ce que ça se met bien en œuvre? Est-ce que les informations circulent? Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être regardé. Merci. Je vais donner la parole à Madame Brulin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre accueil dans votre commission et pour cette audition. Madame la Ministre, à mon tour, je vais revenir brièvement sur les assouplissements, avec une question simple, mais aux lourdes conséquences. Est-il possible qu'à la faveur des assouplissements que plusieurs ont évoqués, des entreprises dépassent les seuils autorisés, et en l'occurrence les seuils Céveso hauts? Il y a un certain nombre d'articles qui ont l'air renseignés, parce qu'on voit circuler effectivement beaucoup de choses, mais qui ont l'air très bien renseignés, qui laissent entendre que ce seuil aurait pu, dans au moins 2 produits, être dépassé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est possible à Lubrizol ou ailleurs? Vous avez indiqué que vous disposiez désormais de la liste des produits qui sont stockés dans l'entreprise voisine, Normandie Logistique. Quand je dis voisine, pour ceux qui ne connaissent pas, les 2 entreprises se jouxtent. Et il y a une clôture, en gros, qui les sépare. Le préfet, jusqu'à il y a encore quelques heures, indiquait des difficultés à obtenir cette liste de produits. Donc vous semblez dire que vous les avez et que la difficulté, c'est de savoir ce qui, dans ces produits, a brûlé. Donc je voudrais des précisions pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous dites sur le fait que cette entreprise Normandie Logistique est antérieure à la réglementation ICPE, mais c'est le cas pour la quasi-totalité des entreprises. Lubrizol, vous l'avez vous-même indiqué, date de 1954, la législation n'était alors pas celle qui est en vigueur aujourd'hui, bien évidemment. Mais ça amène une question, c'est-à-dire que on a évoqué les PPRT, une entreprise de stockage aux côtés d'une entreprise Céveso, il faut forcément qu'on sache ce qu'il y a dedans et quels sont les effets cocktails qui peuvent se produire avec les produits qui sont contenus dans l'entreprise elle-même Céveso. Un petit mot aussi, certains l'ont évoqué, pour les agriculteurs, il y a plein de questions, mais je voudrais en pointer une, c'est la collecte du lait. Parce qu'au-delà de la difficulté économique, du crève-cœur que ça représente pour les producteurs de lait, de devoir jeter ce qu'ils ont produit, et dans les difficultés financières qu'on leur connaît, il y a des engagements qui ont été pris par votre collègue, le ministre de l'Agriculture, pour que les collecteurs de lait, enfin les entreprises, les coopératives viennent collecter. Ça n'est pas respecté.
C'est-à-dire que les producteurs doivent stocker leur lait, le jeter dans la fosse à purin, pour être clair, et quand ça ne sera plus possible, ça sera jeté n'importe où ils pourront. Et vous avez des propos rassurants, et on souhaite évidemment tous qu'on s'en tienne là et que tout soit rassurant. Mais si d'aventure le lait contenait une pollution, il y aurait forcément un impact environnemental au fait de ne pas le collecter et de le stocker et de le détruire dans les conditions les meilleures. 2 dernières choses. Vous évoquez des pistes sur les PPRT et les travaux qui n'avancent pas suffisamment. L'État, visiblement, offre des crédits d'impôt pour les travaux. Il y a des endroits où les gens ne sont pas en mesure d'avancer. Et il y a des collectivités, des communes, par exemple, qui avancent la dépense. Donc peut-être que du côté de l'État, il y a des choses à regarder comme ça. Et puis, puisqu'a été évoqué le système d'information, d'alerte, et il y aura beaucoup de choses à réfléchir, moi je voudrais dire, et ça ne vous surprendra pas que dans une assemblée de sénateurs, on vous alerte là-dessus, les maires sont des vecteurs d'information essentiels. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui, dans leur commune, ont mis en place des systèmes d'alerte par SMS ou par d'autres dispositifs. Et c'est absolument regrettable qu'ils n'aient pas été saisis par le préfet comme ils auraient pu l'être, parce qu'ils auraient été des relais d'information extrêmement efficaces, me semble-t-il. Merci, Madame Brulin. Madame la Ministre. Vous évoquez beaucoup de sujets. Alors, sur la collecte de lait et la non-collecte et la destruction du lait, peut-être dire que, voilà, on va attendre la suite des analyses. Je ne pense pas... il y a un seuil en dessous duquel on est, pour les analyses dont on dispose, sur la dioxine dans les produits alimentaires. Il n'y a pas vraiment de normes de référence dans l'environnement. On peut supposer que si on est en dessous du seuil alimentaire, alors on est aussi sur les impacts sur l'environnement, mais voilà, c'est des choses qu'on a mesurées sans pour autant, ce qui nous a permis de constater qu'on était dans les ordres de grandeur habituels, en tout cas qu'il n'y avait pas une différence d'ordre de grandeur entre le prélèvement de référence, le blanc comme on dit, et ce qu'on a pu constater dans l'environnement. Mais de toute façon, je pense que personne ne souhaite qu'on soit amené à détruire du lait pendant une durée importante. Pour autant, je pense qu'on est tous aussi conscients qu'il faut se donner le temps d'avoir toutes les analyses, y compris avec le métabolisme qui fait qu'on peut contrôler qu'il n'y aura effectivement pas de problème de dépassement des seuils pour des produits alimentaires. S'agissant de l'information des maires et du rôle qu'ils peuvent avoir en relais vis-à-vis des populations, vraiment c'est le cœur des plans communaux de sauvegarde, de mettre les maires au cœur de l'information des citoyens sur les risques, et c'est bien le principe du document d'information communale sur les risques majeurs qui sont élaborés par les préfets pour que le maire assemble sur son territoire l'ensemble des risques. Là, je ne vais pas empiéter sur les compétences de mon collègue ministre de l'Intérieur, mais je pense que c'est sans doute intéressant de regarder comment se mettent en œuvre, notamment in fine, les plans communaux de sauvegarde. Les 12 maires qui étaient concernés par le panache de fumée ont été prévenus par le préfet. Je pense qu'on aura, dans cette retour d'expérience sur la gestion de crise, certainement des progrès qu'on pourra identifier sur la façon dont ils ont été prévenus, associés, informés. Et puis sans doute, au-delà des 12 maires, il aurait été intéressant que d'autres maires, et en particulier ceux qui n'étaient pas concernés par le panache, le sachent. Donc je pense qu'on aura certainement à tirer des retours d'expérience sur ce sujet. Sur les travaux des PPRT, a priori, moi, je n'ai pas connaissance que ce soit un problème de financement qui retarderait la mise en œuvre. Enfin, en tout cas, on ne me l'a pas remonté. Normalement, il existe des dispositifs d'avance qui sont en train... En tout cas, un dispositif sera en place à partir de 2020 pour s'assurer que ça n'est pas effectivement l'incapacité à faire l'avance qui pourrait freiner la réalisation des mesures de protection qui sont préconisées dans le cadre des PPRT. Pour revenir à votre première question, le site Lubrizol, il est Seveso. Donc j'imagine que la question que vous posez sur les quantités par nature de produits qui étaient sur le site concerne le site de Normandie Logistique. Moi, je préfère vraiment, compte tenu du caractère
un peu erratique des informations qui nous ont été données, laisser le temps à l'enquête administrative et au service de remettre à plat les informations qui, au demeurant, ont été mises en ligne sur les produits contenus sur ce site. Il n'y a pas de contradiction entre ce que j'ai dit et ce que le préfet a dit. La liste, à défaut d'avoir la liste des produits qui ont été concernés par l'incendie, nous avons rendu publique la liste de l'ensemble des produits stockés sur le site. Et effectivement, le préfet essaye d'obtenir de l'exploitant des précisions en fonction des entrepôts qui ont brûlé pour savoir quels étaient les produits dans l'entrepôt qui a été totalement détruit et dans les entrepôts qui ont été partiellement détruits, de savoir quels sont les produits qui ont brûlé. On imagine tout de même que l'exploitant devrait être en situation de nous donner ces informations. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande. Voilà pour cette audition que vous avez pu suivre sur notre antenne. Vous pouvez retrouver tous les articles de la rédaction de Public Sénat sur notre site publicsénat.fr. On reviendra notamment sur publicsénat.fr sur l'article de Simon Barbarie avec ce titre « Lubrizol, l'entreprise n'a pas été à la hauteur dans la gestion de cette catastrophe ». C'est l'un des messages de la ministre que vous avez pu donc entendre dans cette audition. C'est la fin de cette émission. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.